Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le thème des salaires. Je me présente, Aline Levin, chargée de relations entreprises à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Et pour ce webinaire aujourd'hui, je suis accompagnée de Gwenaëlle et Florence, que je vais laisser se présenter à leur tour. Bonjour, Gwenaëlle Tindano, chargée de la relation entreprise auprès de la CPM de Loire-Atlantique également. Bonjour, Florence Guiton, chargée de relations entreprises également, comme mes collègues Aline et Gwen. Bienvenue. Alors nous, on est là pour répondre à vos questions sur l'onglet, enfin, sur le bouton QR, donc questions et réponses. C'est Aline qui va animer ce webinaire. Merci Gwenaëlle. Alors, donc, il faut savoir que vos caméras, comme d'habitude, les caméras et les micros sont coupés. Donc, effectivement, pour pouvoir communiquer, c'est l'onglet QR, comme l'a précisé Gwenaëlle. Je fais une petite précision également sur le support ainsi que le replay qui vous seront envoyés dans les prochains jours. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour un webinaire flash qui va durer 30 minutes. Le thème de ce webinaire, et je tiens à le préciser parce qu'a priori, il y avait une petite erreur sur l'objet de l'invitation. On s'en excuse, où il était indiqué DJT, mais bien entendu, le webinaire concerne bien la déclaration des salaires sur les attestations de salaire. Donc, au programme de ce webinaire flash de 30 minutes, nous allons voir dans un premier temps l'importance d'un salaire bien déclaré. Nous allons ensuite voir le salaire brut. Donc, on verra le salaire brut au risque maladie ainsi qu'au risque professionnel. Nous allons ensuite revoir ensemble ce qu'est le salaire réduit, puis le salaire rétabli. On va faire un petit focus sur le salaire rétabli avec une nouvelle embauche. Je vous ferai un petit rappel également de la subrogation. Et enfin, comme d'habitude, on finira par les contacts et les questions. On va commencer déjà donc, par l'importance d'un salaire bien déclaré, mais pour démarrer, un petit sondage que je vais lancer de suite. Alors, je retrouve mes souris. Donc, le premier sondage, je vous le lance. C'est parti, vous pouvez répondre. Donc, la question est, selon vous, à quoi sert le salaire déclaré sur l'attestation de salaire? Il y a plusieurs réponses possibles. Réponse A, il détermine le droit aux indemnités journalières. Réponse B, il vient déterminer le montant des indemnités journalières. Et réponse C, il détermine la durée d'indemnisation. On vous laisse quelques instants pour répondre. Vous êtes assez nombreux, donc ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Ça répond encore un petit peu. Ça se stabilise. Je vais pouvoir mettre fin au sondage. Donc, je vous partage les résultats. À 58%, vous avez indiqué la réponse A, détermine le droit aux indemnités journalières. À 100%, détermine le montant des indemnités journalières. Et à 14%, vous avez répondu, détermine la durée d'indemnisation. Alors, la réponse est... Ah, ah, je sais pas le... Donc, c'est bien la réponse A, ça détermine le droit aux indemnités journalières en fonction du montant qui est déclaré. Et ça détermine, bien entendu, le montant de l'indemnité journalière payée à votre salarié. Donc, je reprends ça dans cette présentation. Donc, en cas d'arrêt de travail, bien entendu, c'est à vous, en tant qu'employeur, de nous transmettre une attestation de salaire à la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, soit par le biais d'un signalement DSN, soit par une saisie sur net entreprise. Et donc, cette attestation sur laquelle vous venez de déclarer le salaire, ce salaire va bien déterminer le droit aux indemnités journalières et vient calculer le montant. Donc, on le rappelle, un salaire bien déclaré est égal à un montant d'indemnité journalière correct. Donc, on va voir déjà dans un premier temps le salaire brut. Donc, premièrement, le salaire brut au risque maladie.
Donc, le salaire brut, il sert de base pour le calcul des indemnités journalières. Donc, il doit être saisi, ça doit être, donc, c'est les rémunérations brutes qui sont soumises à cotisation sociale après abattement éventuel pour des frais professionnels. Donc, les frais professionnels, on entend par exemple les titres restaurants, les frais de déplacement. Donc, dans ce salaire brut que vous venez nous déclarer, vous allez indiquer, je parle bien du risque maladie, donc le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires qui sont payées sur le mois de référence que vous venez nous déclarer, les primes mensuelles qui sont versées avec le mois de référence, donc par exemple les primes de productivité d'assiduité, mais vous venez également déclarer les primes mensuelles si elles sont versées donc dans la période de référence. Il faut retenir qu'en risque maladie, vous venez nous déclarer tout ce que le salarié perçoit donc sur la période de référence qui est déclarée, donc les 3 derniers mois. En risque professionnel, donc les choses sont différentes. Le salaire brut, bien sûr, donc bien toujours servir de base pour le calcul des indemnités journalières. En risque professionnel, on vient déclarer dans le salaire brut les éléments qui sont liés à l'activité du mois de référence seulement. Donc, on vient déclarer le salaire principal, on vient déclarer les congés payés, on vient déclarer les heures supplémentaires. Donc, quand on dit heures supplémentaires, sur le risque professionnel, il faut qu'elles soient payées et effectuées au cours du mois de référence. Et on vient ensuite indiquer les primes mensuelles qui sont versées dans ce mois de référence et donc soumises à cotisation. Donc, par exemple, assiduité, habillage. On vient ensuite déduire la part salariale de 21%. Donc, en ce qui concerne le risque professionnel, je vous informe que on va pas rentrer dans les primes, tout ce qui est rappel de salaire et primes, puisque on va organiser un webinaire spécial en septembre, un webinaire d'1 heure pour pouvoir bien vous expliquer comment intégrer les primes et les rappels de salaire dans les attestations de salaire en accident de travail, maladie professionnelle. Je vous expliquerai à la fin de ce webinaire comment vous inscrire au webinaire qui est prévu en septembre sur ce thème des primes en accident de travail, maladie professionnelle. Je vais juste vous rajouter quelque chose quand même concernant toujours le risque professionnel. Quand vous avez un doute sur les primes que vos salariés perçoivent, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans le cadre qui est prévu à cet effet, donc dans les rappels et primes sur les 12 derniers mois de votre période de référence, en indiquant bien la période de référence à laquelle la prime se réfère et en indiquant bien la date de versement. Et à ce moment-là, l'assurance maladie prendra bien en compte les primes qu'il faudra pour le calcul de l'indemnité journalière du salarié. Je rappelle quand même, du coup, quand vous êtes en DSN, en signalement DSN et que votre paramétrage est bon, en faisant le signalement, ça va générer automatiquement l'attestation et tout est fait en avance. Vous n'avez pas besoin de saisir. Donc, c'est forcément beaucoup plus simple à réaliser. On va voir maintenant le salaire réduit. Alors, le salaire réduit, avant de commencer, je vais lancer également un sondage. Je vais vous le lancer de suite. Voilà. Donc, le deuxième sondage. Dans quel cas faut-il indiquer un salaire réduit? Réponse A, uniquement avec le risque maternité, paternité, adoption. Réponse B, lors de la saisie d'une attestation de salaire avec le risque professionnel. Réponse C, si le salarié a été absent pendant la période de référence. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Alors, ça répond encore. Ça répond encore. Il y a du monde, hein. Voilà, ça se stabilise. Je vais pouvoir mettre fin au sondage. Donc, je mets fin au sondage. Alors, donc c'était une petite question un peu piège.
Je vous partage les résultats. Donc, à 52%, vous avez répondu la réponse A, donc uniquement avec le risque maladie, maternité, paternité. Réponse B, vous avez répondu à 11% et vous étiez 38% à répondre la réponse C si le salarié a été absent pendant la période de référence. Alors, la réponse était donc, c'est la réponse A, uniquement avec le risque maternité, paternité, adoption. Donc, salaire réduit, à ne pas confondre avec salaire rétabli, que nous allons voir après. Le salaire réduit. Donc, le salaire réduit, il sert de base de calcul pour les indemnités journalières, donc en ce qui concerne le congé maternité, le congé d'adoption et le congé paternité d'accueil de l'enfant. Donc, le salaire brut, c'est le salaire réduit, c'est le salaire brut moins 21%. Et c'est ce qu'on vient indiquer lorsque vous saisissez une attestation de salaire en risque maternité, paternité, adoption. On va voir maintenant donc le salaire rétabli. Le salaire rétabli, déjà, dans un premier temps, au risque maladie, parce que la saisie est différente en risque maladie, risque professionnel. Donc, le salaire rétabli, il est à renseigner si le salarié a eu une absence autorisée pendant la période de référence. Il sert pour nous de base de calcul pour le montant des indemnités journalières. Le salaire rétabli, en fait, il sert surtout à calculer une indemnité journalière, juste pour votre salarié, pour ne pas qu'il soit pénalisé lorsqu'il a une absence autorisée. Je précise quand même, attention, si l'absence n'est pas autorisée, il ne faut bien entendu pas rétablir le salaire. Donc, pour bien renseigner le salaire rétabli sur le mois de référence, il convient donc de choisir le motif de l'absence autorisée. Donc, ça peut être un congé payé, un arrêt maladie, par exemple. Vous venez ensuite nous indiquer le nombre d'heures que le salarié a réellement effectué au cours du mois sur laquelle il a eu son absence autorisée. On vient ensuite indiquer le nombre d'heures qui est prévu par son contrat de travail. Et enfin, on vient rétablir le salaire. Et donc, quand on rétablit le salaire, on indique le salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé au nombre d'heures indiquées sur son contrat de travail. À savoir, toujours petit rappel, en signalement DSN, tout ça, c'est automatique. On va voir maintenant donc, comment rétablir le salaire en risque professionnel. Donc, c'est la même chose. On vient rétablir sur une absence autorisée. On ne rétablit toujours pas sur une absence qui n'est pas autorisée. Donc là, la différence en risque professionnel, donc on vient choisir le motif de l'absence autorisée. Donc pareil, ça peut être congé payé, arrêt maladie. On vient indiquer le nombre d'heures que le salarié a réellement effectué au cours du mois de la période de référence. On vient, comme on l'a dit, indiquer le nombre d'heures réellement prévues par son contrat de travail. Et on vient donc rétablir le salaire. Et là, par contre, on vient indiquer le montant du salaire brut perdu. Le salaire rétabli en risque professionnel va être égal du coup au montant du salaire brut que vous avez déclaré par rapport à ce qu'il a travaillé, plus le montant du salaire brut que vous allez nous indiquer dans le salaire rétabli. Et donc, comme on est en accident de travail, on vient déduire les 21% toujours. Là, maintenant, on va voir le salaire rétabli avec la nouvelle embauche. On va commencer donc par le risque maladie pour une nouvelle embauche. Donc là, on va prendre l'exemple d'une nouvelle embauche qui est sur la période de référence. Lorsque vous êtes face à ce cas-là, donc il convient de nous mettre en motif de salaire rétabli, bien entendu, nouvelle embauche. Vous indiquez un salaire à 0 pour le ou les mois qui précèdent le mois de l'embauche. Et sur le mois de l'embauche, vous venez rétablir le salaire. Donc là, par exemple, on a une nouvelle embauche le 15 mars. Vous avez un salarié qui a eu un arrêt de travail le 6 avril. On rétablit le salaire uniquement sur le mois de l'embauche, sur le mois de mars 2024. Donc, vous voyez la reconstitution juste en dessous. C'est nous ensuite qui nous rapprochons du salarié s'il n'y a pas l'ouverture de droit pour obtenir ses bulletins de salaire sur une période donnée.
toujours un risque maladie, la nouvelle embauche. Si dans ce cas, si votre salarié a un arrêt de travail sur le mois de son embauche, donc dans ce cas-là, vous allez nous indiquer sur les 3 derniers mois une absence sur un motif de nouvelle embauche et vous allez indiquer sur la période de référence un salaire à 0 sur tous les mois qui précèdent le mois de l'embauche. Donc là, pareil, on se rapproche du salarié pour obtenir les justificatifs qui seront nécessaires à son indemnisation. Mais vous avez quand même, il faut quand même nous faire une attestation de salaire pour attester du dernier jour de travail et de la subrogation. On va voir maintenant en risque professionnel, car effectivement, c'est différent. Il faut savoir que pour une nouvelle, enfin, en risque professionnel, la différence qui se fait avec la maladie, quand vous êtes en maladie, il y a des conditions d'ouverture de droit pour avoir le droit aux indemnités journalières. Ça, on vous demande le nombre d'heures effectuées sur la période des 3 derniers mois. Donc, cette condition d'ouverture de droit est d'avoir fait 150 heures sur les 3 derniers mois ou 600 heures sur les 12 derniers. Au risque professionnel, c'est différent, il n'y a pas de condition d'ouverture de droit. Donc là, on va vous demander de rétablir le salaire à chaque fois. Donc, lorsque vous avez un salaire, pardon, excusez-moi, un accident de travail et que sur votre période de référence, la nouvelle embauche est sur la période de référence, excusez-moi, vous allez donc indiquer sur le mois de référence, dans un premier temps, le salaire brut perçu travaillé. Et lorsque vous serez dans l'étape suivante, pour nous rétablir le salaire, donc on mettra bien le motif nouvelle embauche et vous indiquerez le salaire brut perdu. Donc, un exemple, vous avez une nouvelle embauche le 15 mars, un accident de travail qui a lieu le 6 avril. Vous renseignez bien le salaire brut perçu pour la période du 1er mars au 31 mars, mais qui correspond bien entendu du 15 au 31 mars et vous indiquiez le salaire brut perdu sur la même période. Là, on est dans le cas où votre salarié a un accident de travail sur le mois de sa nouvelle embauche. Donc là, il va convenir de, comme je vous expliquais, étant donné qu'il n'y a pas de condition d'ouverture de droit, on vient rétablir le salaire. Donc, exemple, vous avez une nouvelle embauche le 2 avril. Votre salarié a un accident de travail le 6 avril. Donc, la période de référence va être le mois de mars. Mais en mars, il n'était pas salarié de l'entreprise. Donc, dans la première étape, vous allez bien nous indiquer la période du 1er au 31 mars, mais vous allez indiquer un montant brut à 0. Et c'est ensuite, lorsque vous allez être dans l'étape où vous allez rétablir le salaire, donc on indique bien en motif nouvelle embauche, et on vient rétablir le salaire avec le montant prévu sur le contrat de travail du salarié. En DSN, à rappel, tout ça se fait automatiquement. D'ailleurs, lorsque vous êtes en DSN et que vous avez un salarié qui a un accident de travail, il faut savoir que lorsque vous saisissez votre signalement, nous recevons l'attestation de salaire pour l'accident de travail et nous en recevons également une en risque maladie pour pouvoir commencer à indemniser le salarié si l'accident de travail met du temps à être reconnu. Donc, à retenir quand même qu'avec un signalement d'arrêt DSN, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer et pas de salaire rétabli à saisir. On va faire maintenant un petit rappel concernant la subrogation. Donc, lorsque vous êtes en signalement DSN et que vous faites de la subrogation, vous pensez donc bien à cocher oui à la case subrogation. Vous allez renseigner en date de début de subrogation, la date de début d'arrêt ou la date de début à laquelle vous allez maintenir le salaire. Et concernant la date de fin, vous ne mettez alors, il ne faut pas mettre effectivement la date de fin d'arrêt, mais vous allez venir nous indiquer la date de fin de subrogation qui est prévue dans le cadre de votre convention collective ou d'accord de branche. Vous mettez toujours la période maximale qui est indiquée en période de subrogation. Vous pensez bien sûr à vérifier les coordonnées bancaires dans la rubrique IBAN. IBAN. Lorsque vous êtes sur Net Entreprise, donc c'est à l'étape numéro 6, vous allez cocher oui à la demande de subrogation. Vous remplissez bien l'IBAN sur lequel vous
souhaitez que les indemnités journalières soient saisies. Alors attention, je fais un rappel sur le RIB. Pensez bien à toujours mettre le même RIB avec le même SIRET. Donc, un SIRET égale un RIB. Lorsque vous indiquez également les dates de subrogation, donc c'est pareil qu'en signalement d'ASN, on vient indiquer la date de début d'arrêt de travail ou la date à laquelle vous commencez le maintien de salaire. Et en date de fin, on vient indiquer la période maximale qui est prévue par votre convention collective ou le contrat de travail de votre salarié. Donc là, on va voir les contacts. Donc, comme d'habitude, les contacts, c'est toujours le 3679, donc la plateforme employeur pour nous. Vous avez également EDEM pour nous envoyer une demande d'accompagnement pour un service en ligne. Et vous avez également donc, le portail employeur sur lequel je vais maintenant repartager mon écran dessus. Je vais vous montrer, c'est sur ce portail employeur. Donc, ce portail employeur, il est en ligne depuis le mois de février 2024. C'est un site internet que nous avons mis en place pour vous, les employeurs dans le 44, pour vous aider dans vos démarches. Vous avez donc, sur ce portail employeur un lien que vous allez... Florence, si tu peux mettre le lien dans la conversation. Merci. Donc, c'est un portail sur lequel vous avez accès à un espace webinaire. Donc, je vais vous montrer de suite. Sur cet espace webinaire, vous allez pouvoir vous inscrire sur nos webinaires à venir, dont celui concernant les primes et salaires. Donc, nous avons un premier webinaire qui a lieu le jeudi 12 septembre à 10 heures et un second webinaire le jeudi 26 septembre à 10 heures. Vous avez simplement à cliquer sur s'inscrire et vous aurez directement le lien d'inscription. Toujours sur cet onglet webinaire, vous avez tous nos replays que vous pouvez consulter à tout moment. Sachant que vous avez un replay sur le temps partiel thérapeutique, parce qu'on sait que c'est un sujet aussi qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay. Et vous avez également un replay sur le dernier jour de travail que nous avons fait récemment. Toujours dans ce portail employeur, vous allez également retrouver l'onglet, un espace mode opératoire. Dans cet espace mode opératoire, vous avez donc à votre disposition tous les modes opératoires concernant les téléservices de l'assurance maladie, dont le temps partiel thérapeutique qui peut vous aider lorsque vous avez des questions ou des doutes si vous saisissez une attestation de salaire en temps partiel thérapeutique. Je vous laisserai donc aller explorer ce portail employeur. Sachant que dans le mail de remerciement avec le support et le replay, vous aurez le lien pour accéder à ce portail employeur directement. Alors, j'espère avoir été assez claire. On va pouvoir maintenant passer aux questions-réponses. Je me remets sur le support. Oui, Aline, on a eu beaucoup de questions, hein. J'ai essayé d'y J'imagine, oui. répondre. Ouais. Il y a eu beaucoup de questions sur ce qu'on doit mettre au niveau du salaire brut. Mhm. Alors, euh, en fin de compte, moi, je dis la phrase principale que j'ai répondue, c'est indiquer les salaires soumis à cotisation. Donc ça, c'est vraiment votre base. Qu'il y ait des, euh, des primes dessus, eh bien, il faut bien sûr les mettre s'il y a effectivement s'il y a cotisation sur sécurité sociale sur ces montants-là. Donc, fixez-vous sur les salaires soumis à cotisation. Ensuite, j'ai eu des questions aussi sur les salaires établis. Qu'est-ce qu'une absence autorisée et non autorisée? Absence autorisée, ce sont des absences que l'employeur a autorisées, donc que vous avez autorisé à vos salariés, et où ça peut être une absence justifiée, telle qu'un arrêt maladie avec un arrêt de travail ou autre. Grève est une absence, enfin la grève est une absence autorisée. L'absence non autorisée, là, on va plus parler d'une absence où vous n'avez pas eu de justificatif qui prouve qu'il y a eu une absence et qu'elle est autorisée. Et vous n'avez pas autorisé non plus, pour X raison, cette absence auprès de votre salarié. Ensuite, on a des questions.
Je regarde en même temps pour essayer de répondre en général. Au niveau des primes, 13e mois, donc moi je parle sur le salaire maladie, prime 13e mois, si la prime est versée en totalité sur le salaire qui est soumis à cotisation, donc il faut effectivement mettre cette prime 13e mois sur l'attestation de salaire en maladie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour lesquels je pourrais répondre? Le signalement DSN sera obligatoire. Alors pour l'instant, il ne l'est pas, mais je pense qu'il le sera un jour, mais on ne sait pas, on ne peut pas vous donner de date. Mais sachez que passer par le signalement DSN sera beaucoup plus simple parce que tout est automatisé. Vous n'aurez pas besoin de mettre de montant de salaire puisque tous les salaires que vous avez paramétrés dans votre logiciel de paie sont dans votre DSN mensuel. Donc, à partir du moment où tout le paramétrage est correct dans vos DSN mensuels, dans votre logiciel de paie, eh bien, le système, quand vous allez faire un signalement DSN, vous n'aurez plus qu'à mettre la date de dernier jour de travail, le motif de l'arrêt. Vous mettez aussi les dates de début, date de fin, date de subrogation, comme Aline l'a expliqué en fonction de la convention collective. Et le système va aller piocher tout ce qui est prime qu'il faut mettre dans le salaire brut, tout ce qui est salaire soumis à cotisation et le salaire rétabli, bien sûr, et tout sera automatique. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore passé au signalement DSN, faites-le parce que ça simplifie quand même beaucoup plus l'attestation de salaire, la saisie. Et qu'est-ce que j'ai comme question encore? Alors, j'ai une question par rapport au paramétrage du logiciel de paie pour la DSN, parce qu'a priori, il y a des attestations de salaire qui doivent être au titre du risque accident de travail et maladie professionnelle qui sont faits en papier, parce que le paramétrage n'est pas bon. Alors, n'hésitez pas à contacter votre éditeur de logiciel de paie pour justement vous aider au paramétrage des attestations de salaire. Euh, pour les nouvelles embauches, on a des retours signalement DSN. Flux DSN, nous ne pouvons pas traiter la demande. Aucun historique disponible. Alors, quand il n'y a pas d'historique, ça veut dire que le salarié soit est vraiment nouvelle arrivée dans le monde du travail. Parce que maintenant, dans la DSN, vous avez le chaînage par le numéro de sécurité sociale, c'est-à-dire que la DSN, pour l'assurance maladie, elle est en capacité à aller chercher les salaires sur les entreprises où était votre salarié avant que ce soit dans votre entreprise. Donc, Il il faut était forcément... salarié, c'est ça, ouais. S'il était Oui, salarié, parce qu'effectivement, c'est oui, vraiment pardon. Non, non, mais c'est ça. Je rajoute. Et donc, forcément, il faut un historique. Idéalement, c'est un historique de 12 mois. Donc, si il n'a pas été salarié pendant 12 mois, effectivement, il va y avoir un problème d'historique de DSN. Euh, comment mettre en place une subrogation? Donc, ça, il faut voir avec, c'est votre convention collective qui pourra répondre à ces questions-là. Donc, il faut lire votre convention collective. Est-ce que les indemnités de fin de contrat est-ce que les indemnités de fin de contrat entrent dans le salaire brut? Eh bien, si ces indemnités de fin de contrat figurent dans les salaires soumis à cotisation sécurité sociale, oui. Mais nous, on ne pourra pas vous aider sur comment compléter un bulletin de salaire. Là, on est vraiment sur comment compléter une attestation de salaire. Euh, que faire quand un salarié a été en congé parental et en longue maladie? Alors après, je ne peux pas répondre aux questions qui sont
particulières, on vous invite à appeler le 36 79 pour toutes les questions avec des particularités. Pour tout ce qui est réclamation aussi, on vous invite à aller sur notre portail. On a le lien qui permet de faire des réclamations pour les indemnités journalières. J'ai une question sur est-ce que les DSN pour le temps partiel thérapeutique seront disponibles à partir de logiciels de paie? La Caisse nationale d'assurance maladie travaille sur la question. On avait eu une ouverture de temps partiel thérapeutique en DSN il y a peut-être 2 ans, mais ça a été un échec. Donc, ils sont en train de travailler pour que ce soit plus simple et surtout que ce soit correct. Donc, je pense qu'on va pouvoir arrêter parce que là, j'ai des questions, mais plutôt particulières. Donc, Ouais, tout ce qui est questions particulières, mm, n'hésitez pas à contacter le 36 79, faire une demande de réclamation via EDEM également si ça concerne un paiement. On espère quand même avoir pu vous éclairer sur la déclaration des salaires. Et en ce qui concerne le risque professionnel, n'hésitez pas à vous inscrire à nos webinaires. On reviendra en détail et sur le salaire brut et sur les primes. Donc, vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà donc, pour le webinaire du 12 septembre et celui du 26 septembre. Nous vous remercions en tout cas pour votre présence car vous étiez nombreux ce matin sur ce webinaire Flash. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne journée et je vous invite à prendre quelques secondes pour répondre à l'enquête qui va arriver lorsque vous allez lorsque vous allez donc quitter le webinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Au revoir. au Journée. revoir. Au revoir, merci.